Parce que le deuxième sujet, je l'ai donné un peu au dernier moment. J'ai changé par rapport à la question de la semaine qu'on avait prévue en fonction de l'actualité. Vous avez dû vous douter de la raison pour laquelle j'ai voulu que vous réfléchissiez ou qu'on réfléchisse ensemble à en République, les devoirs valent-ils avant les droits? Voilà, c'est ça la phrase exacte. Hein. Les devoirs valent avant les droits. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'en République, les devoirs valent avant les droits? J'ai posé cette question et puis en préparant ce live, je me suis aperçu qu'elle était extrêmement complexe à dénouer, vraiment très très complexe à dénouer, et que dans un espèce de monologue comme je suis en train de faire, ça va être très très compliqué. Alors, je crois que c'est le genre de question ou qui se traite dans un vrai dialogue quand on est plusieurs et que on peut échanger directement et sauter peut-être du moment d'une idée à une autre, parce que je crois qu'il faut tenir à peu près 5 ou 6 bouts intellectuels de réflexion en même temps et que c'est compliqué. Donc il va falloir peut-être que vous vous accrochiez, peut-être qu'il y en a qui vont céder à ce moment-là. Mais de toute façon, je crois que c'est si on veut la traiter comme il faut la traiter à travers un texte. Et je pense que je vais faire un texte que je mettrai aussi sur le. Il y aura, hein, ce qu'on va dire là, mais sur le site. Mais il y aura aussi, je pense, un texte qui sera un texte d'appui pour ceux qui veulent aller plus loin ou mieux comprendre ce que je dis. D'autant que on ne va pas tout pouvoir discuter aujourd'hui. Dans ce que je dis, il y a beaucoup de choses qui vont être discutables et que je ne discuterai pas parce que autrement j'aurais pas le temps de tout dire. Mais c'est assez compliqué à traiter cette question. Et je crois qu'il faut commencer par définir clairement. D'abord, la question se pose en République. Bon, pourquoi? Parce que justement, si c'est chez moi, je peux faire passer le devoir avant le droit, quoi. Voilà, bon, c'est pas forcément un problème. Mais là, si la question se pose, c'est parce que justement, elle se pose en République. La phrase venait de quelqu'un qui représente la République. Hein. C'est le président de la République. Donc du coup, la question, elle consiste à se demander d'abord ce qu'est la République. Alors la République, c'est compliqué, là, tout est compliqué. Hein, là, il faudrait déjà quelques heures pour essayer de définir la République, mais on va essayer de faire vite. Hein. Est-ce qu'il faut dans cette question distinguer la République de la démocratie? D'abord, je ne crois pas. Il y a une distinction entre les deux, c'est sûr. La démocratie est peut-être un régime, c'est-à-dire un mode de gouvernement, bon voilà. Alors que la République est plus un principe qui fait que le peuple est souverain dans la démocratie, le peuple tout entier. Donc, mais il n'y a pas tellement ici, je pense pas que ça nécessite d'aller plus loin que d'essayer de définir la République comme étant le moi commun, le moi MOI. Ça c'est ce que disait Rousseau. Hein. Rousseau disait la République c'est le moi commun, c'est-à-dire que c'est ce qui est fondé sur l'intérêt général, voilà, et qui dépend essentiellement de la volonté générale. La volonté générale n'étant pas la somme des volontés particulières, justement. Hein. C'est que à partir du moment où on a fixé l'intérêt général, c'est ce qui est juste pour tout le monde. Vous allez voir, on va en parler justement. C'est là toute la question. C'est qu'est-ce qu'un intérêt général et du coup comment appréhender la volonté générale. Mais à partir du moment où on a fixé l'intérêt général, dans une république, ça veut dire que la volonté doit être générale, c'est-à-dire qu'elle doit chercher à réaliser l'intérêt général. L'intérêt général étant pas la somme des intérêts particuliers, évidemment, et souvent, même parfois, enfin souvent, oui, quasiment tout le temps, hein, c'est que l'intérêt général, pas tout le temps, j'exagère, mais l'intérêt général, c'est évidemment ce qui va m'interdire, un principe qui va interdire chacun d'entre nous à faire valoir au-dessus des autres ses intérêts particuliers, justement. Bon, et c'est d'ailleurs pour ça que le droit existe. Hein, c'est pour ça que la République est inséparable du droit, parce que la République, en définitive, quand elle cherche l'intérêt général, elle cherche ce qui est juste. Pas forcément ce qui est bon, hein, mais ce qui est juste. C'est pas tout à fait la même chose. On va le voir. Et donc du coup, quand on parle de République, on parle nécessairement de droit. Bon. Le droit, c'est justement ce qui va contenir le comportement humain pour que nous puissions vivre ensemble. C'est-à-dire que nous avons des intérêts divergents, nous avons des intérêts particuliers divergents, nous avons des appréhensions divergentes du monde, de la réalité, nous venons d'en parler, et nous n'avons pas en contrepartie, donc on a une forme d'insociabilité, d'insociable sociabilité, disait Kant, hein, l'homme est un insociable, il a une insociable sociabilité, c'est-à-dire que j'ai besoin des autres, j'ai besoin de vivre avec les autres, mais je n'ai pas cette force morale qui me permettrait de me contenter de mes devoirs. Voilà. Si nous étions tous des êtres absolument bons, alléluia,
nous n'aurions pas besoin du droit. Nous serions nous guidés par notre seule raison morale, et donc du coup le devoir suffirait. Bon. La réalité, c'est que nous ne sommes pas naturellement et absolument bons. Et donc du coup, il nous faut des lois qui vont pouvoir maintenir, contenir les intérêts particuliers, non pas pour les empêcher complètement, hein, sauf quand ils sont une menace pour l'autre, mais qui vont maintenir l'intérêt particulier pour défendre l'intérêt général, justement. Et qu'est-ce que l'intérêt général, justement? C'est ce que on appellera ce qui est juste. Bon. Donc là, ça pose une question, hein, comment définir ce qui est juste? Et c'est là le rôle du droit, justement. C'est-à-dire que le droit, c'est l'ensemble des règles qui vont s'appliquer sur un territoire donné à un moment donné. C'est ce qu'on appelle, on peut distinguer deux formes de droit. Celui dont je parle là, c'est ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire le droit réel, on va dire, le droit des États. Le droit de la France n'est pas le même que le droit de l'Angleterre ou le droit de l'Espagne. Et un pays qui n'aurait pas d'accès à la mer n'aurait pas de droit maritime nécessairement, il aurait peut-être un droit fluvial, je ne sais pas, mais il n'aurait pas forcément de droit maritime par exemple. Bref, tous les pays n'ont pas les mêmes droits parce que tous les pays n'ont pas la même représentation justement de l'objectif commun à atteindre. Donc du coup, la question quand on se demande si les devoirs valent avant les droits, c'est d'abord de savoir ce qu'est le droit, puisque vous allez voir que ça va déterminer l'ensemble. Et donc la question pour savoir ce qu'est le droit positif, sur quoi fonder le droit positif, sur la justice, c'est peut-être sur le devoir justement, c'est là qu'on va en parler. En tout cas, pour fonder le droit positif, on a besoin d'un concept qui est critiquable, que je ne vais pas critiquer ici parce que il est complexe. Hein. Alors pardon, j'utilise des mots par habitude, mais quand je dis critiquer, moi je veux dire discuter. Hein. Je veux pas dire dire du mal ou descendre ou je ne sais quoi, hein, ou nier un concept. Je veux dire le discuter. Et quand on veut savoir si le droit positif, le droit réel, celui que nous subissons, qui est écrit par la loi que nous, quand je dis subissons, guillemets, qui est donc écrit dans la loi, d'où ce droit est-il juste? Est-il donc légitime? Parce que c'est ça la vraie question hein, dans une république, c'est savoir si le droit est légitime, puisque c'est une chose publique, ça m'intéresse de savoir si la loi est légitime. Donc pour savoir si une loi est légitime, je suis obligé de faire référence en république à un autre concept du droit qu'on appellerait le droit naturel. Concept très critiquable, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, mais c'est un droit, lui, théorique, c'est-à-dire ce n'est pas le droit réel, mais c'est le droit qui précéderait le droit. C'est une espèce de droit qui, philosophiquement, qui a été posé, qui existe depuis très très longtemps, hein, mais le droit naturel chez les antiques et chez les essentialistes consistait à dire que c'est la nature qui nous donne notre place dans la société, donc du coup le droit naturel, c'est le droit de la nature en définitive. Hein. C'est la hiérarchie naturelle, la loi du plus fort, etc. Bon voilà, je suis nommé de droit divin, donc la nature étant évidemment aussi Dieu. Hein, voilà, c'est le droit religieux dans un certain sens. Mais avec ceux qu'on a appelés les théoriciens du contrat, dont l'apogée s'est faite à la Révolution française et me semble-t-il, de mon point de vue, là encore c'est critiquable, mais pas maintenant, avec Rousseau, c'est que le droit naturel est ce qui fonde l'idée même de république, au-delà même de la démocratie. Hein. C'est pour ça que je disais que c'est pas la peine de les distinguer, parce que la république englobe la démocratie. En fait, la république en France, dans la définition qu'on en a en France et dans la représentation qu'on en a, qui est souvent la représentation universelle de la république, c'est elle est au-delà de la démocratie. Bon, elle est un principe, j'en parlerai tout à l'heure. Donc du coup, ouais, je vous l'avais dit que c'était dur. Hein. Ouais, je vous l'avais dit. Bon, j'essaye de faire simple, mais c'est pas simple. Donc du coup, la République nécessite l'idée même que, avant que la société soit fondée, l'homme décide de la fonder. C'est ça la res publica. C'est ça la chose publique. C'est que c'est l'État n'est que la conséquence d'une décision des hommes qui ont décidé de passer un contrat entre eux. Bon, je rentre pas dans les détails du contrat et dans la critique qu'on pourrait faire du droit naturel de ce point de vue-là, mais marxiste par exemple. Bon, mais il n'empêche que derrière, il y a l'idée que pour qu'une société soit pour qu'un État soit républicain, il faut que le peuple soit avant tout libre, qu'on lui reconnaisse des droits universels préalables, qui sont la liberté, et évidemment une liberté égale pour tous. Donc du coup, qu'il ait à la fois la liberté et l'égalité.
C'est le fondement même de toute constitution d'un pays libre et d'un pays démocratique. Dans ce sens-là, c'est le fondement, c'est ce que dit Rousseau, hein, et c'est le fondement des droits universels de l'homme, encore une fois, critiquables, et qu'on pourrait critiquer. Donc du coup, le droit positif repose sur des principes, et non pas des valeurs. Voilà pourquoi je voulais en arriver là, c'est parce que le droit positif, découlant du droit naturel, repose sur des principes et pas des valeurs. Alors, il faut peut-être distinguer principe et valeur. Le principe, c'est une espèce de guide. Le principe, c'est figé, d'abord. Le principe, c'est ce qui fonde, c'est le fondement d'une pratique ou d'une société ou d'un mouvement ou de ce que vous voulez, d'une pratique ou d'une connaissance. Bon, il y a des principes dans la connaissance, il y a des principes dans nos pratiques. Bon, nous avons tous des principes. Les principes, ce sont des guides figés, absolus. Voilà, qu'on se pose pour pouvoir s'y retrouver. C'est notre fil pour sortir du labyrinthe, notre fil d'Ariane pour sortir du labyrinthe. C'est un repère dans l'action, en définitive, le principe. C'est un repère qui doit être inaliénable pour que ce qui nous guide, ce vers quoi nous allons, puisse être atteint. Bon. Donc, la valeur, c'est autre chose. La valeur, c'est le résultat d'un jugement personnel. Et donc, du coup, les valeurs sont d'abord subjectives, évidemment. Donc, la valeur, elle est en mouvement, elle est quantifiable, on peut la comparer à d'autres valeurs, etc. Le principe, il est toujours dans un sens ce qui va fonder le moyen d'atteindre la fin. Hein, bon, voilà. Et que je ne dépasserai pas, qui est absolu. La valeur, quant à elle, elle peut changer. Mes valeurs peuvent changer. Hein. Donc, la valeur est particulière à un individu, à un groupe, à une culture, etc. Ce sont les valeurs morales, les valeurs religieuses, etc. Bien. Du coup, on a une première réponse. Est-ce que les devoirs valent avant les droits? En République, non. En République, non. Si vous faites valoir les devoirs avant les droits, c'est que vous renvoyez la loi à des valeurs générales qui appartiennent à des groupes qui auraient le privilège pour déterminer ce qui est bon pour tout le monde au lieu de déterminer ce qui est juste. C'est ça la différence. Hein. C'est qu'une loi peut être juste, on va en parler tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'une loi juste? Elle doit respecter un certain nombre de critères. Un principe nous est forcément propre? Non, non, non. Oui, il y a des principes universels. D'accord, ok. Non, enfin, un principe nous est pas propre. Souvent, les principes viennent de la raison. Ils ont un fondement universel, dans le sens, encore une fois, universel, peut-être que je dois préciser ce concept aussi, universel ne veut pas dire que tout le monde a les mêmes principes, hein, c'est pas du tout ce qu'on veut dire, hein. C'est que universel signifie accessible à tous. Voilà. Une vérité universelle n'est pas une vérité absolue, par exemple. Les principes ne sont pas absolus. Ils sont universels dans le sens où ils sont accessibles à tous. Quand, par exemple, je dis que pour fonder le contrat social, il faut bien que ceux qui vont le signer, évidemment, tout ça est théorique, hein, c'est l'état de nature théorique, hein, mais il faut bien que ceux qui l'acceptent puissent être libres pour pouvoir l'accepter. Je pose comme principe rationnel, c'est ma raison qui me permet de déduire que l'origine même de tout contrat sous-entend, présuppose la liberté de celui qui le passe. Voilà. Hein. Autrement, c'est pas un contrat. Voilà. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, du coup, les principes sont en eux-mêmes toujours quelque part universels parce qu'ils sont fondés sur une raison universelle. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Encore une fois, les principes ne sont pas d'absolu. Mais par exemple, on pourrait décider d'autres principes qui font de l'État, hein, comme, je l'ai dit, hein, l'hérédité, la nature, le corps, etc. Voilà, ou la force, ou je ne sais quoi. Et à ce moment-là, on n'est plus dans une république. On est dans un État qui n'est plus du domaine de la République, par exemple. Bon, voilà. Donc, les principes dont je parle ne sont pas absolus. Mais il faut quand même les distinguer des valeurs qui, elles, sont toujours subjectives, par contre. Elles, qui ne peuvent pas prétendre à l'universalité. Ou si les valeurs prétendent à l'universalité, c'est qu'elles prétendent, c'est qu'un groupe d'individus suppose que ces valeurs sont des vérités universelles, ou sont des principes universels. Celui qui veut imposer ces valeurs aux autres est celui qui transforme justement ces valeurs en principes. Et donc c'est là où tout à coup, la religion prend le pas sur la politique ou sur le droit, et où mes convictions morales me poussent à agir contre la loi, par exemple. Bon,
On verra, on parlera de ça, c'est un petit peu compliqué là, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc les principes, comme je l'ai dit, sont discutables, justement, parce qu'ils ne sont pas absolus, puisqu'ils nécessitent d'être ensemble. Ils ont une portée universelle, une prétention universelle. Donc ils sont discutables en ceci qu'ils sont universels, c'est-à-dire que je peux les expliquer, je peux les justifier par la raison ou autre chose, et donc du coup je peux discuter de l'argumentation, je peux argumenter autour de principes. Quant aux valeurs, elles sont souvent inculquées par la culture, elles sont souvent inculquées par mon expérience, par ce que je vis et par une espèce de conscience morale qui va se construire au fur et à mesure de ma vie et au fur et à mesure de ma rencontre avec autrui. Et donc là, ça devient beaucoup plus difficilement discutable, hein, parce que il est difficile de remettre en cause ses propres valeurs. Voilà. Et il devient impossible de les remettre en cause lorsqu'on les a érigées comme principe, c'est-à-dire qu'on considère qu'elles devraient être appliquées à tous, et là on devient dogmatique, et donc on veut les appliquer à tous. Bon. Ce qui nous renvoie donc du coup à l'idée de devoir. C'est-à-dire que avoir des valeurs, quelque part, c'est s'imposer des devoirs. Alors sur le devoir, il faut, peut-être pour comprendre ce qu'est le devoir, distinguer trois choses. Que certains élèves qui sont là connaissent parce qu'on l'a déjà fait ensemble, c'est la contrainte, la nécessité et l'obligation. La contrainte et la nécessité sont différentes en ceci que la nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Une nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Bon, voilà. C'est la seule définition de la nécessité. On pourrait rajouter derrière et qui ne peut pas être autre que ce qu'il est, mais on s'en moque un peu ici. La nécessité, ça ne peut pas ne pas être. La contrainte, par contre, comme son nom l'indique, c'est ce qui va contre la liberté. Donc il faut toujours lutter contre les contraintes pour se libérer. Quand une contrainte est identifiée, il faut toujours lutter contre pour s'en libérer. Bien. Vous allez voir, c'est pas si facile. C'est simple ce que je dis, mais pas forcément facile. Vous allez comprendre. Donc d'une part, la nécessité, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Donc lutter contre la nécessité, c'est une illusion de liberté. Puisque de toute façon, elle ne peut pas ne pas être. Donc lutter contre la nécessité est une illusion de liberté. Lutter contre la contrainte me libère. Mais il y a cette particularité qui est l'obligation. Et qui me renvoie au devoir. L'obligation, c'est une contrainte au départ. C'est pas une nécessité. L'obligation ne peut pas être une nécessité, sinon elle n'est pas obligation. Sinon elle est tyrannie, elle est dictature, elle est ordre qu'on ne peut pas remettre en cause sans mettre sa vie en danger, par exemple. Donc du coup, l'obligation, elle est de l'ordre de la contrainte, mais d'une contrainte dont je peux personnellement, que je décide personnellement, d'ériger en nécessité. C'est ça l'obligation. C'est lorsque je m'impose à moi-même une contrainte, donc que je sais que ça me prive de liberté, mais que j'accepte cette privation de liberté par moi-même, non pas par la force, non pas par la contrainte, non pas par les chaînes, non pas par la peur de la mort, mais que je l'accepte par moi-même parce que j'ai la capacité à juger de sa valeur. Voilà. Et que j'adhère à cette valeur. Donc du coup, l'obligation, elle est toujours morale, dans le sens où lorsque je m'oblige, c'est parce que je considère que c'est bon. Voilà, que je considère que c'est bien pour moi. Bon, donc le devoir est donc ce qui nécessite la liberté. Pourquoi ? Parce que pour avoir des obligations et pour avoir des devoirs, donc pour faire ce que je crois bon, il faut être libre. Il ne suffit pas de faire le bien pour être bon. Voilà. Et il ne suffit pas de faire le mal pour être mauvais. Si on vous impose, par exemple, par la menace de la mort, on vous met une arme sur la tempe et on vous impose de commettre un délit, je sais pas, un petit délit, on va dire, bon voilà, de jeter des cailloux sur la voiture de quelqu'un, vous n'êtes pas mauvais. Vous avez pris la décision d'accepter la contrainte parce que vous avez sauvé votre vie. Et qui ferait pas ça ? Bon, voilà. Là, on est quand même dans un jugement personnel qui fait que ma vie me semble avoir plus d'importance que la valeur que la voiture, plus de valeur que la voiture que je vais peut-être abîmer en jetant des cailloux. Bon. Si une mamie va pour traverser la rue avec des gros sacs et que quelqu'un vient, vous met une arme sur la tempe et vous dit va aider la mamie à traverser la rue et à porter ses paquets, vous n'êtes pas bon.
vous êtes contraint par la mort, là encore, et donc du coup, ce n'est pas parce que vous faites un acte bon que vous êtes bon. Par contre, vous êtes là, personne ne vous demande rien, et puis il y a une mamie qui arrive avec des sacs pour traverser la rue, et là, vous prenez des cailloux et vous lui jetez dessus, là, vous êtes un enfoiré. Bon. Parce que vous avez décidé par vous-même de le faire. Voilà. Donc, en République, il n'y a pas de devoir qui pourrait précéder le droit à la liberté et à l'égalité. C'est même le fondement même de toute République. C'est ce qui s'oppose d'ailleurs à la monarchie. Hein. C'est la Constitution. Hein. C'est que la Convention, dans une République, il y a une Convention qu'on présuppose être signée par tout le monde, ou en tout cas acceptée par tout le monde. Une Constitution, voilà, fondatrice. À un moment donné, bon, et donc la Constitution, voilà. Alors que dans le devoir, il y a la nécessité de la liberté, sans quoi il n'y a pas de devoir possible. Donc aucun devoir ne peut exister si la liberté n'est pas fondée en droit. C'est-à-dire que il faut bien, pour avoir des devoirs, donc c'est ce qu'on est en train de dire, hein, que ce soit philosophiquement parlant ou politiquement parlant, pour avoir des devoirs, il faut nécessairement d'abord avoir le droit à la liberté. Sans le droit à la liberté, il n'y a pas de devoir. Et autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autrement, on est dans une dictature où tout ce qui n'est pas interdit devient obligatoire. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que la citation de la semaine là de Maître Leclerc, hein, c'était Henri Leclerc. Hein, bon, on n'avait pas précisé, on a mis Leclerc. Bon, c'était pas le mec des magasins. C'était Henri Leclerc. C'est la citation d'Henri Leclerc qui dit, je vous la relis, hein, ce sont les sociétés totalitaires qui reposent d'abord sur l'obéissance à des impératifs non négociables. Entendez par là les devoirs. Les sociétés démocratiques reposent sur l'existence de droits égaux de citoyens libres. Voilà. Il n'y a pas d'alternative possible dans une république. Et il n'y a pas d'alternative possible dans la pensée d'un homme libre. Voilà. Dans la constitution qu'un être humain serait avant tout un être libre. Voilà. Donc dans une république, le droit arrive toujours avant le devoir. Et dans ce sens-là, si je veux faire passer mes devoirs avant mes droits dans une république, c'est que je romps avec l'idée républicaine. Bon, voilà. C'est ce qu'on appellera, le président de la République, justement, le même avait appelé du séparatisme. Voilà. Bon, étonnant à partir du moment où lui-même revendique l'idée que le devoir pourrait passer avant le droit. Bon, en République. Assez étonnant, bon, assez contradictoire, à vrai dire. Hein. Même si on comprend bien qu'il ne parlait pas des mêmes devoirs, mais c'est assez contradictoire. Donc du coup, en République, il n'y a le droit n'a pas à faire la morale, d'une part, hein, il doit être juste, mais pas nécessairement se fonder sur des valeurs morales, et la morale ne peut pas, elle, au contraire, être le fondement du droit. Les deux sont totalement séparés, ils n'ont pas la même valeur, ils n'ont pas la même nature, et donc du coup, vouloir, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la phrase vouloir, dans la phrase qui a été prononcée par le président de la République, vouloir essayer de dire que les devoirs valent avant les droits, c'est produire un sophisme, puisque c'est produire un raisonnement qui met dans un même plan des choses de nature différente. Hein. Ça, c'est la base de la philosophie. Bon, voilà. On sait que raisonner, c'est mettre en relation universelle dans un même plan des choses du même ordre. Alors, quand deux choses sont pas du même ordre, on ne peut pas, non pas de même nature, on peut pas les mettre dans un même plan. Vous avez certainement entendu ça toute votre enfance à l'école primaire. On n'additionne pas des choux et des carottes. Bon, si, ça fait des légumes, remarquez. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, en mathématiques, additionner des choux et des carottes n'a aucun sens parce que ils ne sont pas de même nature. Donc du coup, et c'est un principe des mathématiques. Du coup, la seule valeur de la loi, c'est donc la loi elle-même. Hein. La loi n'a pas d'autre valeur que elle-même. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est fondée, en définitive, sur la loi elle-même? Si elle est fondée sur la loi, elle a de la valeur. En définitive, ça revient toujours à ça, et c'est à ça que sert le Conseil constitutionnel, à savoir si une loi positive, une loi faite par les députés à l'Assemblée nationale ou au Sénat, faite par les chambres, par la Chambre, par le Congrès, oui, bon, est-ce que cette loi répond à la Constitution? Et donc la Constitution qui elle-même doit répondre aux droits de l'homme.
encore une fois, on pourrait se questionner sur la valeur des droits de l'homme, ne sont-ce pas les droits de l'homme occidental, etc. Il y a un certain nombre de choses dans les droits de l'homme qui sont très discutables, hein, comme le droit à la propriété par exemple, qui part d'un principe du 19e siècle qui me semble faux, bon, mais qui est un principe des économistes du 19e siècle, hein, des utilitaristes, on en reparlera tout à l'heure, des utilitaristes, mais on va pas le discuter ici, ça. Voilà. Donc il y a plein de choses de discutables, hein, comme je vous l'ai dit dans ce que je dis, mais retenons ça et restons-en là pour l'instant, c'est que la seule valeur de la loi, c'est la loi elle-même. En République, on fonde donc la loi positive sur l'idée de principes universellement valables, sans quoi ils n'ont pas de valeur. Voilà. Si on fondait la loi sur des principes qui seraient de l'ordre de la morale, donc du coup qui ferait passer des valeurs morales pour des principes, à ce moment-là, eh ben, on créerait des privilèges. Voilà. Bon. Et puis du coup, on serait dans un ordre moral plus que dans un ordre légal. Bon, l'ordre c'est la loi. Bon, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, là, on pourrait critiquer l'idée de la loi. Voilà, on pourrait avoir une idée plutôt anarchiste, mais ça viendra. C'est pas la question qui nous intéresse ici. Bon, ça fait déjà presque 1 heure qu'on est là. Je crois qu'il y en a qui veulent partir à la soupe, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je veux juste terminer pour dire quelques trucs intéressants sur la phrase. Bon, il y a dans la phrase qui a été donnée. N'y a-t-il pas, en fait, parce qu'on a parlé de loi juste, alors je vais pas le faire, hein, parce que c'est trop long, mais on pourrait se questionner sur les critères de la justice, d'une loi juste. Alors, si, je vais le faire. Bon, allez, hop, rapidos, je suis désolé, mais je le fais vite fait. Il y a 3 critères dans une loi juste. Le premier, c'est que la loi doit servir à un but commun. Voilà. Elle doit servir à un objectif commun, qui est l'intérêt général, bon, dans une république. Bon. Le deuxième, c'est que elle doit être acceptée par tous, ce qu'on a dit, c'est la liberté. Bon, parce que si je ne suis pas libre, je ne peux pas accepter la loi. Et elle doit être la même pour tous. Ça, c'est l'égalité. C'est les 3 règles. Voilà. Et si vous regardez bien, il y a Hobbes qui prend une métaphore vachement intéressante qui dit en fait, une loi, elle ne peut être que juste à partir du moment où elle est loi, qu'elle a été élaborée dans des principes qui respectent la démocratie, et donc la démocratie étant elle-même, on va dire, ce qui va constituer et permettre de faire vivre la République. Bon, voilà, on pourrait le dire comme ça. Bon, parce que c'est comme au jeu. C'est comme dans un jeu. Le foot, le rugby, je ne sais pas, un jeu collectif. Bon, on va prendre le foot, c'est le plus connu, même si c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais tout le monde sait à peu près quelques trucs sur le foot. Les règles du foot sont les règles du foot. Les règles du foot ne sont pas injustes. À partir du moment où tu décides de jouer au foot, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Bon. Les règles du Monopoly sont les règles du Monopoly. Bon. C'est les mêmes pour tout le monde. Il y a un but commun. Marquer des buts, gagner le match, j'en sais rien. Bon, voilà. Bon, bref. Il y a des règles communes et c'est les mêmes pour tout le monde. Personne ne profite de règles que les autres n'auraient pas ou de privilèges que les autres n'auraient pas. Donc, du coup, les règles ne sont pas injustes. Par contre, celui qui les applique peut être injuste. L'arbitre peut être injuste. Je peux tricher avec les règles pour tromper l'arbitre et tromper le juge, etc. Ok, d'accord. Mais la loi en soi n'est pas injuste. Hein. Ah ok, d'accord, c'était juste pour les choux et les carottes, d'accord, la soupe. Ok, je croyais que tu voulais la soupe, JP. Donc du coup, par contre, je pourrais décider de ne pas jouer. Si les règles ne me plaisent pas, je peux décider de ne pas jouer, ce qui pose un énorme problème que je ne vais pas régler là. C'est que effectivement, dans une république, si je décide que les règles ne me conviennent pas, qu'est-ce qui me reste? Voilà, ça pose un vrai problème. Hein. Si je décide que les règles ne me conviennent pas, si elles ont été votées démocratiquement, toute la question est là. Est-ce que l'institution démocratique est conservée? Parce que si la décision a été prise démocratiquement et que je peux en vérifier les principes démocratiques et la loi, donc est-ce qu'elle était faite suivant la loi qui fonde la démocratie? Eh bien, je suis obligé de m'y plier à cette loi. Voilà. Alors après, je peux la contester, je peux me battre contre, je peux manifester, il y a le droit à la manifestation, etc. Mais justement, jusqu'où va ma capacité à avoir le droit de lutter contre la loi? Voilà. Quand elle deviendrait injuste, c'est-à-dire qu'elle romprait un des 3 critères que je viens de dire, c'est-à-dire que elle serait plus égalitaire, elle serait plus décidée par nous, mais décidée par je sais pas, je dis au pif, un petit comité de personnes assurant la sécurité du pays. Bon, heureusement en France, ça n'existe pas. Bon, ça existe. Bon, voilà. Ou alors qu'elle soit décidée. Alors c'est pas tout à fait la loi. Hein, là, c'est plutôt qui décide dans ce petit comité dont je parle de sécurité. C'est pas tout à fait la loi qui le décide. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, on peut s'interroger sur les rouages de la démocratie et sur la Constitution évidemment, et sur la République et ses fondements. Mais en tout cas,
On peut se demander, du coup, si par rapport à cette idée, si on ne cherche pas en disant que les droits font, les devoirs pourraient valoir avant les droits, si on ne cherche pas justement à masquer une injustice. Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi dire cette phrase si, en définitive, on ne cherche pas à cacher un manquement démocratique, en fait. Voilà. Parce que ou alors pour se passer carrément de la démocratie, c'est-à-dire faire valoir des obligations qui seraient donc du coup